Bonjour Philippe. Bonjour Jonathan. Merci de nous accueillir dans les bureaux de Quorum l'Épargne. Je t'en prie. Tu es président de Quorum AM, Quorum Asset Management. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour un échange franc, comme d'habitude, et j'ai bien évidemment qui sera agréable. Aujourd'hui, on a plein de choses à se dire. On veut déjà peut-être un peu rappeler aux rares épargnants qui ne connaissent pas Quorum, peut-être la philosophie des trois fonds que vous avez, Quorum Origine, Quorum Orion et Quorum XL. Quelles sont leurs stratégies respectives pour ces différents fonds? Alors, elles ont une ADN commune, qui est l'ADN, je dirais, de la société de gestion, qui est vraiment l'opportunisme. C'est pour ça que Quorum Origine a été créée en 2012. Elle avait un prisme très européen, vraiment sur la zone euro, avec la volonté de bénéficier des suites de la fameuse crise de 2008, la fameuse crise des subprimes, pour essayer d'aller bénéficier d'opportunités, notamment dans le sud de l'Europe, et d'aller chercher des rendements plutôt élevés. Elle a un objectif de distribution de plus de 6%. Dans cette logique opportuniste, on a lancé une SCPI en 2017 qui s'appelait Quorum XL, qui a vocation à aller au-delà de la zone euro, et notamment en réaction à un événement important qui a eu lieu en 2016, qui était le Brexit. C'est pour ça que Quorum XL aujourd'hui est investi en zone euro et hors zone euro, mais assez fortement hors zone euro, et notamment au Royaume-Uni. Et Quorum XL joue aujourd'hui sur deux tableaux, qui est à la fois les prix de l'immobilier et la devise. Et l'idée, en étant opportuniste sur cette SCPI, c'est d'aller chercher des immeubles dans des pays où la devise est relativement basse et où les prix de l'immobilier sont bas. Et puis il y a la petite dernière, Quorum Orion, qui elle a bénéficié d'un timing assez extraordinaire. Elle a été lancée en mars 2020, alors c'était pas voulu, mais elle a bénéficié à la fois du Covid. Il faut le dire, on a quand même eu des prix intéressants. Et puis ensuite, de la crise actuelle, suite à l'inflation en 2022 et à la remontée des taux d'intérêt, Quorum Orion, elle a une stratégie qui consiste à aller sur des immeubles dans des capitales européennes, en zone euro exclusivement, plutôt sur des villes assez importantes. Toutes nos SCPI sont sur toutes les classes d'actifs, donc on se positionne à la fois sur du bureau, sur du commerce, sur de l'hôtellerie, de la logistique. On est vraiment diversifié. Vous n'avez pas de thèse d'investissement ou de pays d'investissement déterminé? Non, au contraire, on a vraiment la volonté d'aller s'exposer au moment où on pense que c'est intéressant. Ça veut dire que sur une année, on peut se dire, tiens, là vraiment, on va aller beaucoup en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, parce que c'est le moment, s'arrêter parce que les prix remontent et revenir quelques années après. On le voit d'ailleurs dans le contexte actuel, qu'on jongle un peu entre les pays, puisque le contexte nous le permet, et on revient dans des pays comme la France, par exemple, où on était très peu présent depuis 5 ans. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de rigueur. Il y a de la rigueur dans la collecte, il y a de la rigueur dans la gestion des fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, alors, sans dévoiler toute la secret sauce, mais un peu expliquer à la fois sur la collecte, à la fois sur les acquisitions, c'est quoi le mode opératoire en fait? En fait, quand on gère des SCPI, on se rend très vite compte que la SCPI, c'est finalement un véhicule qui est assez ancien, mais qui est très moderne, qui permet de faire plein de choses, qui permet d'acheter dans de nombreux pays, en direct, de façon finalement assez simple. On n'a pas besoin de créer des centaines de véhicules pour aller acheter un immeuble. En revanche, on se rend aussi compte que ça peut vite devenir une machine infernale. Ça peut vite devenir une machine infernale parce que si on laisse filer la collecte, on a très très vite des problèmes. Pour revenir sur, on va dire, les bases de la SCPI, c'est assez simple. Quand vous investissez dans une SCPI, vous avez un temps de latence qu'on appelle le délai de jouissance, pendant lequel vous ne touchez pas d'argent. Et à la fin de ce délai de jouissance, vous allez toucher vos premiers dividendes. Donc si je prends l'exemple chez Quorum, il est de 5 mois, vous investissez, vous envoyez donc les fonds dans la SCPI. 5 mois après, vous allez toucher vos premiers dividendes issus des loyers. Deux scénarios, soit la SCPI arrive à investir votre argent pendant ce délai de jouissance, donc elle va créer de la performance, soit elle n'y arrive pas, parce qu'il y a un marché très compétitif, parce que ça prend du temps de conclure des dossiers en immobilier, et là, la SCPI va générer de la sous-performance, et donc va commencer à être ce qu'on appelle dilutive pour l'épargnant. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans les années précédentes pour certaines SCPI, là où vous avez été peut-être plus strict. En fait, quand on comprend ce mécanisme, on se rend compte que le contrôle qu'on peut avoir finalement sur la performance de la SCPI, c'est la maîtrise de la collecte. Et il faut se rappeler qu'on est avant tout gestionnaire. Notre métier, c'est d'être gestionnaire immobilier. Pour être gestionnaire immobilier, il faut collecter. Rien à dire là-dessus. Tu peux avoir les meilleures idées du monde à l'investissement, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas acheter. Donc ça, c'est une évidence. En revanche, on n'est pas collecteur à la base. Et je pense que ça a été un des gros sujets du marché au cours des dernières années. Certains sont devenus peut-être plus collecteurs que gérants, et donc ont collecté beaucoup d'argent. Et le problème ensuite, c'est qu'il faut réussir à l'investir.
Et ensuite, il faut réussir à l'investir dans de bonnes conditions. Et le marché immobilier est imparfait. C'est-à-dire que malheureusement, les fonds immobiliers, dont les SCPI, ont tendance à collecter énormément d'argent quand le marché est cher. Ce qui est logique, puisqu'en fait, c'est l'offre et la demande. On crée une surpression sur les prix, il y a trop d'argent, les prix sont de plus en plus chers, les rendements de plus en plus bas, et ça devient compliqué. Donc c'est vrai qu'on a toujours appliqué une discipline très forte pour maîtriser la collecte. C'est pas toujours évident, parce que vous devez dire à des gens, que ce soit des commerciaux en interne, des conseillers en gestion de patrimoine, bah attention, on va se limiter, on va pas faire autant de business comme on dit qu'on pourrait le faire, mais c'est pour le bien de l'épargnant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'en félicite, parce que si on avait laissé filer la collecte, on serait dans une position très différente. Donc ça, c'est sur l'aspect collecte. Sur l'aspect, donc on voit qu'il y a quelque part cette logique de frugalisme, de quand il faut être frugal, vous êtes capable d'être frugal. Sur la partie investissement, comment on fait pour bien acheter à l'étranger? Alors, déjà, il faut analyser le marché. Nous, on a des équipes de recherche en interne qui sont très pointues sur ces sujets-là. C'est assez rare que tous les marchés immobiliers soient alignés. Et quand je dis tous les marchés, je parle à la fois des marchés géographiques et des marchés en termes de typologie d'immeubles. Je vais te donner un exemple qui m'amuse. Souvent, c'est qu'entre 2014 et 2017, on distribuait des rendements assez élevés et tout le monde disait bah, Quorum, c'est facile, ils achètent beaucoup de logistique. On devait avoir 20-25% de logistique et d'industriel à l'époque dans nos portefeuilles. Sauf qu'à l'époque, personne n'en voulait de la logistique. Les immeubles un peu stars du marché, c'était le commerce. Et puis le marché s'est complètement inversé avec l'essor du e-commerce. La logistique est devenue vraiment quelque chose d'important. Bon, des sociétés comme Amazon l'ont démocratisé. Et puis à l'inverse, les commerces, notamment de centre-ville, commençaient un petit peu à souffrir. Et donc ça s'est complètement inversé. Et ben nous, on s'est rendu compte à ce moment-là que ça devenait beaucoup plus difficile d'acheter de la logistique. Donc on a consolidé, on a fait nos derniers deals en logistique, et puis derrière, on a commencé à vendre. Et on a fait de très bonnes affaires. Et à l'inverse, il y a eu ensuite quelque chose qui nous a tous frappés, ça s'appelle le Covid-19, et les prix du commerce ont chuté. Et nous, à l'époque, on ne pouvait pas du tout acheter de commerce, et on s'est retrouvé à en racheter. Donc il y a à la fois la partie géographique sur laquelle je vais revenir, mais il y a aussi les typologies d'immeubles. Je ne vais pas parler du bureau en ce moment, mais voilà, on le sait tous, c'est plus facile aujourd'hui d'acheter du bureau que de la logistique. On a un peu moins de concurrence. Et le niveau géographique, c'est pareil. Après le Brexit, en 2016, il n'y avait plus personne au Royaume-Uni, alors que c'était le plus gros marché en Europe. C'était un marché qui faisait plus de 75 milliards d'euros transactés en immobilier sur une année. C'était énorme. Et puis le Brexit arrive, il y avait ce qui s'appelait des clauses Brexit dans les contrats, où en fait l'investisseur qui achetait pouvait sortir au cas où le Brexit était voté. Et donc à ce moment-là, tu arrives c'est comme arriver dans un supermarché où finalement plus personne ne veut rien acheter, donc tu peux faire tes courses et t'en profites. Le Royaume-Uni est un exemple, mais on peut parler de la France et l'Allemagne qui sont des exemples un peu inverses, où ça a été des marchés où on pouvait faire des choses encore jusqu'en 2016-2017, et puis ensuite, les fonds immobiliers dont les SCPI ont tellement collecté que c'est devenu très très compliqué, et nous on a fait nos derniers dossiers dans ces pays-là en 2017. Et vous pensez à refaire prochainement? Eh bien, on est de retour en France depuis septembre 2023, et oui, je peux même te dire, on va encore se renforcer en France dans les semaines qui viennent, et peut-être en Allemagne prochainement. Mais encore une fois, ça va être une fenêtre très très courte. C'est-à-dire que je pense que dans 6-9 mois, ça deviendra à nouveau très compliqué d'acheter dans ces pays. Et je crois savoir qu'au sein de Quorum, vous avez des équipes locales. Est-ce que c'est quelque part, je suis épargnant, je veux investir dans une SCPI, est-ce que c'est un critère de sélection d'une SCPI? Je ne sais pas si c'est un critère de sélection, mais en tout cas, si la SCPI est relativement investie à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle a une grosse partie de son patrimoine, je pense que c'est essentiel dans la durée, pour deux raisons. La première, et tu en parlais, c'est l'investissement. Quand on arrive dans un nouveau pays, surtout quand on a l'étiquette du français qui arrive, avec l'image qu'on a à l'étranger, et il faut le dire aussi, on a l'image de gens un petit peu arrogants. Quand on arrive et qu'on veut faire des investissements, on a l'image de quelqu'un qui arrive avec de l'argent, donc il faut se méfier. Il faut connaître le marché local. Et pour connaître le marché local, c'est mieux d'avoir des gens en interne. On peut toujours se dire, je vais passer par un relais externe, par des agents immobiliers locaux, mais l'agent immobilier, son métier, ça va être avant tout de vendre. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir des experts qui connaissent le marché, et c'est notre cas en effet chez Quorum. Et ensuite, c'est encore plus important dans la gestion. Parce que dans ta gestion au quotidien, avec tes locataires, il faut absolument des gens qui connaissent les immeubles, qui sont capables de se rendre sur place rapidement, qui connaissent le marché, qui sont capables d'échanger parfois avec le représentant de ta société locataire dans la langue du pays en question. On ne parle pas tous néerlandais chez Quorum, même si on parle tous anglais. C'est un exemple, mais je pourrais citer le Portugal, je pourrais citer Londres, Dublin, Vienne. On a des bureaux vraiment dans de nombreux pays en Europe. Je pense que sur la partie investissement et la partie gestion, c'est absolument essentiel. Ouais. Alors, il y a une question qui me vient. Cette partie gestion, le fait que vous ayez des bureaux qui soient positionnés dans un peu plus de 10 pays d'Europe, je crois,
c'est ce qui crée de la valeur potentielle supplémentaire pour l'épargnant, parce que quand tes asset managers aux Pays-Bas, ils échangent avec leurs locataires, le locataire, il va peut-être te dire j'ai tel besoin, telle extension. Il y a des exemples un peu concrets qui... Ouais, je prends souvent un exemple qui est intéressant, c'est l'exemple de la période justement du Covid-19, où pendant le Covid-19, on a beaucoup de sociétés de gestion qui ont beaucoup souffert parce que sur les immeubles à l'étranger, ils avaient un prestataire de service qui s'occupait de leurs immeubles, souvent des grosses sociétés, un BNP, un CBRE par exemple, des sociétés spécialisées en immobilier. Le problème, c'est que quand toi, tu es une société de gestion, disons que tu as un patrimoine dans le pays de 50 millions, 100 millions, ce qui est beaucoup déjà dans un pays, tu es tout petit pour ces sociétés-là. Et à l'inverse, tu as parmi les plus gros fonds du pays, les plus grosses sociétés américaines, un Blackstone, des sociétés comme ça, qui ont des patrimoines dans le pays de plus d'1 milliard. Qui, à ton avis, un BNP ou un CBRE va privilégier dans la relation? Son plus gros client. Et à l'inverse, nous, c'était assez simple parce qu'on recevait des demandes de locataires qui nous disaient voilà, qu'ils souffraient, qu'ils voulaient discuter. On demandait à nos équipes locales, et nos équipes locales étaient capables de nous donner des informations absolument clés sur la façon dont on devait réagir vis-à-vis de ces locataires. Si on appelait nos asset managers aux Pays-Bas et qu'ils nous disaient bah non, cette société, ils menacent de partir, mais ils partiront jamais. Ils payent 2 millions de loyers par an et ils viennent d'investir 4 millions dans l'immeuble parce qu'ils ont mis des panneaux solaires et ils ont installé une nouvelle ligne de production. Tu sais que tu as 0 risque sur ton locataire. Et donc l'information, elle redescend directement. Et tu peux prendre les bonnes décisions. À l'inverse, si tu n'as pas ton prestataire sur place qui te donne les bonnes informations parce qu'il connaît moins bien ton immeuble, que tu es un plus petit client pour lui, bah forcément ta décision de gestion, elle sera peut-être moins bonne parce que tu n'auras pas le bon niveau d'information. Donc c'est absolument clé. Donc on voit que quelque part, c'est très important d'avoir cette gestion internalisée et au plus proche des locataires. Nous, on est convaincus que c'est un des gros vecteurs de création de valeur de Quorum aujourd'hui. On a un marché des SCPI qui est en pleine effervescence. Comment tu vois l'évolution de ce marché des SCPI dans les prochaines années ? Avec ce qui s'est passé en 2023, je pense qu'on va être sur un marché un peu à deux vitesses. On a vécu une grosse crise quand même en 2023 avec l'inflation et la remontée des taux d'intérêt. Et il y a un peu aujourd'hui deux routes. On a vu certaines grosses SCPI souffrir un peu avec des problèmes de liquidité. Et à l'inverse, on en a vu qui avaient plutôt bien résisté et qui ont profité du marché actuel. Je reviens à ce que je te disais en préambule sur le côté machine infernale. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup collecté, que tu as acheté des immeubles parfois un peu chers parce que tu avais beaucoup de pression, que c'est très concentré, par exemple, que tu as dû faire, je sais pas moi, que du bureau parisien, que de la santé, c'est difficile parce que la diversification te protège d'une certaine façon. On parlait des cycles juste avant. Donc c'est plus difficile. Et quand c'est une grosse SCPI, ça devient difficile à inverser. À l'inverse, il y aura des gagnants parce que les gens qui notamment ont pu bénéficier du marché actuel, ont pu acheter beaucoup, ont probablement fait de très bonnes affaires et ils vont en profiter quand les taux d'intérêt baisseront et qu'il y aura à nouveau une pression sur les prix. C'est pour ça que nous, vraiment, notre priorité en 2023, c'était d'acheter un maximum. On a acheté à peu près pour 1 milliard d'euros. On espère pouvoir faire la même chose en 2024 et c'est pas exclu qu'il y ait des décisions qui soient prises ensuite début 2025 ou mi-2025 où on va dire on arrête, on limite à nouveau la collecte et rentrer peut-être plus dans une période de cession parce qu'on aura peut-être je l'espère en tout cas, potentiellement des plus-values à prendre suite à nos achats dans une période où c'était un peu plus compliqué. Donc on va dire, on est au vert pour la collecte, on est au vert pour les investissements. Sur ces investissements, est-ce qu'il y a des exemples de décisions d'investissement et pourquoi pas de cession que vous avez réalisé que tu as envie de nous partager ? Il y a toujours des exemples intéressants. Je pense que ce qui peut être amusant, c'est de parler de décisions qui paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas sur le moment. Un exemple que j'aime bien, c'est un immeuble en Allemagne en 2015 où on achète un immeuble occupé par la Deutsche Bank à Francfort, qui était un très gros immeuble. C'était le plus gros immeuble de la SCPI Quorum Origine à l'époque, donc on s'était vraiment posé la question. Il y avait une presse relativement négative sur la Deutsche Bank. Nous, on avait un bail de 10 ans ferme, mais on achetait sur un rendement vraiment intéressant à l'époque, à plus de 7,5%, notamment du fait des articles qui étaient parus sur le locataire. Et à l'époque, tout le monde nous avait dit, mais vous êtes fous, c'est une trop grosse exposition, c'est dangereux. Il se trouve que cet immeuble, non seulement on l'a gardé pendant 7 ans et il nous a ramené un rendement moyen d'environ 7,75, 7,80, donc vraiment intéressant pour la SCPI. Et on l'a vendu en 2022, en décembre 2022, en faisant 24 millions d'euros de plus-value. Donc voilà, ça c'est une belle
une belle histoire sur une décision de gestion qui, vraiment, sur le moment, était pas facile. Ouais, donc on voit que quelque part, investir au son du canon, vendre un peu au son du violon avec cette logique d'opportunisme, mais positif, hein, dans le bon sens du terme. Exactement, et on voit à quel point le timing est important. Parce que, comme je te le disais, cette vente, elle s'est faite courant 2022. On parle d'un immeuble de bureau qui était assez gros, autour de 40 000 m², d'un montant proche de 100 millions d'euros. Si on avait attendu 6 mois de plus, on aurait connu le contexte de 2023 avec la remontée des taux. Probablement, on n'aurait pas pu vendre cet immeuble. Donc le timing est très important. On entend souvent parler en immobilier de localisation, localisation, localisation. On n'est pas forcément d'accord chez Quorum avec cette logique-là. On voit aujourd'hui que certains immeubles parisiens très bien placés, pas loin d'ici, souffrent sur la valeur parce qu'ils ont été achetés sur des taux de rendement trop faibles. Ce qui est logique, hein, quand tu achètes à 3% et que la dette vaut 4, ton immeuble peut plus valoir 3%. Et nous, la doctrine, c'est plutôt locataire, 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 timing, timing, timing. Et on pense qu'en combinant bien les deux, on peut créer beaucoup de valeur et générer de la performance pour nos clients. Bien, les épargnants vont retenir ça, locataire, 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 timing, timing, timing. En 2024, c'est aussi possible de faire des cessions avec de la plus-value. Oui, c'est possible. On l'a même fait d'ailleurs en 2023, en fin d'année. C'est juste se concentrer sur des biens un peu différents. C'est beaucoup plus compliqué de faire de la plus-value sur des bureaux pour des volumes de 80 ou 90 millions d'euros. En revanche, c'est possible sur d'autres typologies d'immeubles. C'est possible sur du commerce, c'est possible sur de la logistique, sur de l'industriel, sur des tailles un peu plus petites, entre 5 et 20 millions d'euros. On va dire que aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont prêts à se positionner. Voilà. Après, il faut identifier le bon immeuble et il faut identifier aussi les bons acheteurs parce que finalement, dans le marché de 2017 à 2022, c'était pas si compliqué de vendre. On faisait ce qu'on appelle un appel d'offres, on créait un processus compétitif, on recevait beaucoup d'offres. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut essayer de faire des choses un peu plus agiles. Et les acheteurs font d'ailleurs pas forcément de mauvaises affaires, hein, parce qu'ils se positionnent sur des prix qui sont pas forcément inintéressants dans le contexte actuel. En fonction de la baisse des taux qu'on aura, il y aura aussi pour eux la possibilité de créer de la valeur. Nous, on est aussi dans une logique où ça peut être intéressant de vendre des immeubles plus petits, qui datent du début de la SCPI, si je prends l'exemple de Quorum Origine, et qui prennent autant de temps en gestion aujourd'hui que des gros immeubles avec beaucoup de locataires. On a une remontée des taux, on a des épargnants qui sont beaucoup inquiétés en 2023 de cette remontée des taux, de l'impact sur les SCPI. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les SCPI de Quorum, l'épargne, elles sont finalement quelque part plus protégées que d'autres dans le contexte actuel? Je crois que tu as un peu des idées là-dessus. Oui, alors je vais reprendre des choses qu'on a déjà dites, mais la première chose, je pense, qui est essentielle, ça a été la maîtrise de la collecte, forcément. Je pense que tu as déjà discuté avec Baptiste, qui est notre directeur commercial, et qui a dû te dire qu'en 2019, si on prend l'exemple encore une fois de Quorum Origine, je cite souvent Quorum Origine parce que c'est la plus grosse de nos SCPI, on a collecté, je crois, 375 millions d'euros, on aurait pu en collecter plus d'1 milliard. On n'est pas des génies, hein. Si on avait collecté plus d'1 milliard sur Quorum Origine en 2019, on aurait des problèmes aujourd'hui, parce qu'on aurait dû se faire violence sur certains prix à l'investissement, et on en souffrirait aujourd'hui. Donc la première des choses, c'est de maîtriser la collecte pour pouvoir continuer à avoir de vraies convictions sur ces investissements. Continuer à investir sur des rendements élevés, sur des biens où on considère qu'on surperforme le marché, c'est-à-dire qu'on achète à un prix qui est plutôt intéressant par rapport au prix de marché. C'est comme ça qu'on se protège. La deuxième chose, le deuxième argument, il est purement mathématique. C'est que en achetant sur des rendements élevés, tu es plus protégé. L'immobilier, finalement, la seule différence avec ce qu'on appelle des actifs liquides, les actions et les obligations, c'est que c'est tangible, tu peux le toucher. Mais c'est la seule différence. Ça reste finalement une classe d'actifs comme les autres, dont la valeur évolue dans le temps, et notamment est liée et très corrélée à un élément, c'est les taux d'intérêt. Ça met plus de temps à bouger qu'une action ou une obligation, mais ça bouge. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand les taux d'intérêt remontent, ton immobilier, c'est juste une prime de risque. Si tes taux d'intérêt sont à 4%, si tu as acheté à 7%, bon, évidemment que ta valeur, elle va bouger un petit peu. Mais finalement, tu conserves ce qu'on appelle une prime de risque, c'est-à-dire la différence entre le coût de l'argent, donc les taux d'intérêt, et le taux de rendement de ton portefeuille, qui reste raisonnable. Si ton portefeuille, en moyenne, il génère 4% de rendement, et que la dette qui coûtait 1% passe à 4%, bah là, forcément, ton impact est beaucoup plus important, et la valeur de tes immeubles va baisser drastiquement. Donc, finalement, acheter sur des rendements un peu plus élevés, quand certains, instinctivement, vont dire plus de rendement, plus de risque, c'est pas toujours vrai. Au contraire,
ça peut protéger. Et ensuite, il y a un autre élément, on n'en parle peut-être pas assez, c'est que les marchés à l'étranger sont beaucoup plus favorables à l'investisseur que le marché français. 2 raisons. La première, en France, on est habitué à un bail type, le bail 3, 6, 9. On y est habitué, donc finalement, on n'en parle pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire le bail 3, 6, 9? Ça veut dire que le locataire, il peut partir tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, il est en position de force pour venir renégocier. On vient d'acheter un immeuble sur Corum Origine en Espagne avec un bail de 20 ans ferme. 20 ans ferme, c'est-à-dire que le locataire, il est là pour 20 ans. On a acheté plusieurs hôtels l'an dernier sur Corum XL avec des baux entre 20 et 30 ans ferme. Ça veut dire que le locataire ne part pas avant parfois 30 ans. Donc tu imagines la visibilité que ça te donne. Donc derrière, on disait locataire, locataire, locataire. Si ton locataire est financièrement stable, bah ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire tes revenus, ce qui permet de payer le dividende, il est assuré sur le très long terme. Ça, c'est la première chose, c'est que les marchés étrangers, notamment sur la durée des baux, sont plus favorables. Et la deuxième, c'est que dans beaucoup de ces pays, on peut faire des dossiers très rapidement. Quand en France, c'est comme acheter un appartement, en général, on va mettre 6 mois à conclure un dossier. Dans certains pays, ça peut être 5-6 semaines. L'argent est investi plus vite, on crée plus de performance. Ouais, donc on voit qu'il y a quand même une dynamique très intéressante pour l'épargnant, en tout cas d'investir à l'étranger. Aussi, on en parle de temps en temps d'un point de vue aussi un peu fiscal pour l'épargnant. Allez, la dernière question pour le conseil pour l'investisseur, l'épargnant qui hésite encore à se lancer, c'est quel message tu as envie de porter? Je pense qu'il faut, comme pour tout, il faut être diversifié, déjà. C'est la première chose. Nous, on prône la diversification, donc on ne va pas dire le contraire à nos clients. Il faut se méfier, il faut bien regarder les choses en détail, il ne faut pas regarder que le rendement. Alors, c'est nous qui disons ça, alors qu'en général, on a plutôt donné des rendements élevés. Mais aujourd'hui, quand on regarde les articles de presse, les classements, je trouve qu'on compare un peu des choux et des carottes. On a parfois des SCPI avec des niveaux de capitalisation qui sont assez faibles, à 50, 70, 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, qu'on compare avec des SCPI qui ont plus de 10 ans d'existence, avec des capitalisations à plus de 3 milliards. Il faut savoir quelque chose, c'est que plus la SCPI est grosse, plus le risque est diversifié, plus l'épargnant est protégé. Et aussi peut-être dans le contexte actuel, c'est important de rappeler que quelque part, toi, aujourd'hui, tu es en mesure de te positionner sur des actifs de taille très significative qui sont aujourd'hui très, très décotés. Tu as raison, c'est un point qui est très important, c'est que effectivement, on a bénéficié d'une période en 2023 et je pense qu'on va en bénéficier en 2024 où c'est un marché d'acheteurs. Ça n'a pas été le cas pendant les 7-8 dernières années. Il faut regarder ceux qui ont réussi à acheter pendant ce marché-là. Et à l'inverse, ceux qui ont réussi à collecter un petit peu aujourd'hui et qui ont généré du rendement, mais qui du coup vont commencer à collecter de plus en plus, vont devoir gérer une période pas facile parce que les prix vont remonter et eux vont avoir de plus en plus de collecte et vont devoir l'investir dans un marché plus difficile. Nous, on est assez gros aujourd'hui et je pense que ça, c'est une vraie force pour pouvoir faire, comme je l'évoquais juste avant, potentiellement une fermeture à un moment en disant bon bah voilà, on a fait 2 milliards 2023-2024 dans un marché très favorable, là on ralentit fortement et puis on va se concentrer sur les cessions si le marché change. Et c'est pour ça que je pense que la taille de la SCPI c'est un critère quand même très, très important. Mais ensuite, quand vous investissez dans une SCPI, avant tout, ce qu'il faut réussir à évaluer c'est la qualité du gérant. À la fin des fins, c'est la qualité du gérant qui fera que vous serez content ou pas content de votre placement. On peut citer un petit chiffre, plus de 42 000 épargnants ont reçu une performance de plus de 6% sur Corum Origine en 2023, c'est un beau nombre. C'est un très beau nombre aujourd'hui. Si on prend nos 3 SCPI avec Corum XL et Corum Orion, je crois qu'on a quasiment 130 000 épargnants, on en est très content. Et la priorité pour nous, c'est et ça restera le fait qu'eux soient contents, qu'ils soient satisfaits. Et on espère qu'ils le seront encore en 2024. On a quelques bonnes surprises qui arrivent. Un grand merci Philippe pour ton accueil, merci pour ces précisions, cette rigueur, cette transparence. Je pense que les épargnants comprendront voilà, en tout cas qu'il y a un travail qui est effectué dans l'intérêt des plus de 130 000 épargnants qui ont une information transparente, régulière. Je pense que c'est important de le souligner. Vous avez fait beaucoup bouger les lignes du marché et je pense que vous continuerez de le faire. À très bientôt. À bientôt, merci Jonathan.